J'aimerais évidemment vous remercier d'être ici ce soir en si grand nombre. Oh, j'ai déjà un micro, oui. Hein, ça marche? Oui. Alors, j'aimerais évidemment, comme je le dis, je vous remercie parce que c'est très encourageant lorsqu'on fait des conférences, puis les gens viennent. Comme vous le savez, l'événement de ce soir, ou tout ce qui entoure la question des écoles du Nouveau-Brunswick et de la loi de 1871, le clergé a été évidemment très impliqué. Alors, j'aimerais souligner la présence du vicaire général du diocèse de Bathurst, notre diocèse, le père Régent Landry, qui est parmi nous ce soir. Alors, commençons par le commencement. On revient à la... OK. La photo que vous voyez là, c'est une photo qui a été prise par le Northern Light en 1927. Okay? On avait réuni, évidemment, des anciens de Caraquette, dont 5 avaient participé dans l'émeute. Et celui ici, Joseph Chiasson, est accusé de meurtre, de John Gifford, ainsi que 4 autres. Alors, c'est très important, on peut aller à la suivante, c'est très important, comme Bernard l'a dit, de comprendre qu'en 1875, 9 personnes sont accusées de meurtre. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire débute en 1869, 2 ans avant la loi, où on fait une évaluation du système scolaire au Nouveau-Brunswick. Système scolaire qu'on peut appeler le système des écoles de paroisse. C'est-à-dire que chaque paroisse était responsable de bâtir une école, d'engager un enseignant et évidemment de voir à ce que les enfants vont à l'école. Tout dépendant du curé, dans la plupart des cas, des finances, si vous voulez, de la paroisse, c'était très inégal. Alors, on s'aperçoit, évidemment, lorsqu'on fait l'évaluation de ça, l'inspecteur arrive à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, dans une école. La maîtresse est sur la brosse avec son chum. Et les enfants font que ce qu'ils veulent. À Chatham, au Nouveau-Brunswick, au bout de Nappen, la maîtresse dit aux enfants, devant l'inspecteur, « Comment s'appelle notre province? » Le petit gars se lève, « Ireland, d'Irlande. » Bref, c'était évidemment très... Alors, le gouvernement a dit, une question d'uniformiser ça. Nous allons introduire une loi, qui est la loi des écoles non confessionnelles, avec un système de taxation où toutes les écoles seront sur le même niveau. Alors, vous avez une photo ici de la législature au Nouveau-Brunswick, dans lequel bâtiment, la loi a été passée en 1871, elle a été votée le 5 avril et, évidemment, promulguée le 17. Cette législature-là a brûlé, en 1880, et maintenant, nous avons celle que nous avons. Alors, la loi. La loi est votée, c'est-à-dire qu'elle est promulguée le 17 mai 1871, qu'on va intituler le Common School Act, les écoles non confessionnelles, et ça va créer, évidemment, un climat de confrontation entre protestants et catholiques du Nouveau-Brunswick. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, l'école et l'Église sont l'instrument de l'un et de l'autre. C'est le clergé, la plupart du temps, qui s'assurait, évidemment, qu'on ait une école, et l'école, c'est elle, évidemment, qui fournissait, si vous voulez, tous les attributs d'apprentissage. Lorsque moi, j'allais à l'école, et la plupart d'entre vous, notre première communion, on apprenait ça à l'école, les prières, etc., premier vendredi du mois, bref. Lors du vote, 25 vont voter en faveur, évidemment. Et pourquoi
on vote en faveur sur les protestants parce que les protestants n'ont pas cette tradition de la religion dans les écoles. Ils ont ce qu'on appelle le Sunday School, c'est-à-dire qu'après le service le dimanche, les plus vieux vont apprendre aux plus jeunes leur religion. 10 votes contre et 6 abstentions. Cette loi est aussi connue sur la loi King, du nom du premier ministre, qui est là, évidemment, et qui était aussi le solliciteur général du Canada. De la province, excusez-moi. Suivant. Les enfants dénaturés de la famille acadienne. Lorsqu'on apprend que 2 Acadiens ont voté en faveur de cette loi, le Moniteur acadien, qui est le seul journal francophone à l'époque, le Moniteur acadien ne se gêne pas pour de les décrire par ces mots. Oui, il est pénible et douloureux pour nous-mêmes, en même temps que funeste, de voir Giroir et Thériault, un du comté de Kent, l'autre du Madawaska, ces 2 enfants dénaturés et ingrats de notre famille acadienne, enregistrer leur nom sur un document qui attaque notre sainte religion au cœur et qui ouvre la porte à l'immoralité, à l'iniquité, comme ces hommes sont lâches. Alors, dès le départ, on va avoir une grande confrontation. Les grands opposants à la loi. Vous avez évidemment P.A. Landry de Dorchester et Théotime Blanchard, député de Caraquet. Théotime Blanchard va même être menacé de mort durant ces années-là et P.A. Landry va perdre ses élections en 1874. C'est surtout l'article 20 qui choque le plus les Acadiens et les Irlandais catholiques. Aucun symbole ou emblème de quelque société ou nation politique ou organisation religieuse ne pourra être exhibé, utilisé en classe, que ce soit les aménagements généraux ou dans les exercices sur la personne d'un instituteur ou d'un élève. On est fixé, C'est là que ça s'en va. Suivant. Le chef de file des Irlandais catholiques. Ça, c'est intéressant. Parce que le député de Gloucester, aujourd'hui c'est Acadie Bathurst, venait de Saint-Jean. Il restait à Saint-Jean, mais était notre député. OK? Il s'appelle Timothy Warren Anglin. Il est le propriétaire du Morning Freeman de Saint-Jean. Alors, vous avez 2 journaux au Nouveau-Brunswick, le Moniteur acadien et le Morning Freeman, qui vont mener une bataille, OK? Une bataille décidée par des écrits, évidemment, continuellement pendant 5 ans. Député fédéral du comté de Gloucester, il est aussi le propriétaire du Freeman de Saint-Jean, qui mène évidemment une bataille, et lui, parce qu'il était au Parlement fédéral, évidemment, c'est là qu'il mène le combat. En vigueur, le 1er janvier 1872. Après de houleux débats à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, c'est aux communes à Ottawa où se transporte le débat sur la loi scolaire du Nouveau-Brunswick. On demande au gouvernement fédéral de désavouer cette loi-là. Le 20 mai, Costigan, du comté de Kent, soumet en Chambre une motion proposant une requête au gouverneur général du Canada pour qu'il désavoue la loi. Et le gouvernement, la Chambre des communes va voter en faveur de cette loi-là. Mais ça n'ira pas plus loin. Jean Costigan, qui venait du Madawaska, et Auguste Renault, j'avais inversé, du comté de Kent. Un appui de taille. Vous avez ici Honoré Mercier et Hector Langevin. Honoré Mercier qui va devenir, comme vous le savez, le premier ministre du Québec. Grand chum du curé Labelle, c'est lui qui va nommer le curé Labelle sous-ministre à la colonisation. Le curé Labelle, comme vous le savez, il a vécu, c'était un homme très important pour le développement du Nord. Aujourd'hui, dans le nord de Montréal, on fait du ski, mais à l'époque, il voulait coloniser. Dans un long discours, lors des débats, Honoré Mercier, qui deviendra premier ministre du Québec, termine en disant « Je me sens blessé ce soir, Monsieur le Président, dans mes sentiments religieux et humilié dans mes susceptibilités nationales. J'ai honte pour la province de Québec
du triste spectacle que l'honorable ministre des Travaux publics, qui était Hector Langevin, a donné à l'honorable ministre, n'a pas eu le courage de résister aux résolutions de son collègue, le premier ministre, qui était John A. Macdonald, et pour un sourire de son chef, il a vendu les 100 000 catholiques qu'il invitait en 1865 à rentrer dans le giron de la Confédération. Le discours a duré 1h30, c'est un fleuve, OK? Mais c'est très important et nous allons faire, OK? On continue. Un petit retour en arrière. Lors des conférences, cette photo-là a été prise à Charlottetown. C'est la conférence de Charlottetown, la première. Et celle de Québec en 1864, parce qu'on veut créer le pays qu'on est dedans à l'heure actuelle, le Canada. Les anglo-protestants du Québec s'étaient assurés que la future constitution du Canada, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, protégerait la minorité anglo-protestante de la province de Québec, évidemment. Garantie non donnée aux minorités francophones hors Québec. Alors, lorsqu'on vote cette loi-là au Nouveau-Brunswick, les francophones sont convaincus qu'ils ont les mêmes droits, qu'ils ont les mêmes droits que la minorité anglo-protestante du Québec. Alors, on continue. On ne l'a pas. OK? Parce que, dans la Constitution canadienne de l'époque, qui a été rapatriée, comme vous le savez, par M. Trudeau père, l'article 93 spécifie que l'éducation est de juridiction provinciale. Alors, le fédéral n'a rien à foutre avec ça. OK? Et à chaque fois qu'on fait un débat en chambre à Ottawa, McDonald et par après McKenzie va dégarder. Allez-vous-en chez vous puis réglez vos problèmes. Ce n'est pas un problème canadien, c'est un problème provincial. Dans son rapport en 1873, c'est-à-dire 1 an après l'adoption de la loi, le surintendant Rand, que vous voyez là, constate un recul de 58 % de la fréquentation des écoles sous la nouvelle loi. Des 37 écoles dans le comté de Gloucester qui nous concernent, avant la loi, il n'en reste que 13. Et le nombre d'élèves est passé de 1433 à 479. Ça va mal. Okay? Par ailleurs, dans cette même année de 1873, grande réunion en décembre à l'église de Caraquette, où l'on adopte une résolution à l'effet qu'on cesse de payer la taxe scolaire. Et là, vous verrez tout à l'heure ce que ça veut dire. La taxe scolaire, si tu ne payes pas tes taxes, c'est une désobéissance civile et tu ne peux pas occuper aucun poste public. En l'occurrence, school trustee, c'est-à-dire commission scolaire. Et on va essayer toutes sortes de propositions, des écoles séparées. À Tracadie, les religieuses, Saint-Joseph, qui venaient d'arriver d'ailleurs, il n'y a pas tellement une couple d'années avant, veulent ouvrir une école. OK? Ils veulent respecter la loi, mais c'est une communauté religieuse. Ils sont un peu, comme vous le savez, embarrassés dans cette situation-là. On continue. La répression. En cette grande réunion, dans l'église de Caraquette, avec le père Pelletier, Joseph Pelletier. Et il dit, une fois la messe terminée, après que les femmes et les enfants sont sortis, c'était vraiment les hommes à l'époque. Alors, les autorités provinciales s'en prennent au clergé, qui identifient comme étant les chefs de file de la résistance à la loi. C'est vrai. C'est ainsi qu'à partir de 1873, et surtout en 1974, on saisit leurs biens. À titre d'exemple, en pleine rue à Saint-Jean, 2h de l'après-midi, l'évêque, Monseigneur Sweeney, se voit saisir son attelage, y compris son carrosse, que les catholiques de la ville lui avaient offert, lors d'un retour du Vatican.
2000 piastres. Après ça, on vend ça à l'encan. OK? Non, un instant. Je n'ai pas fini. Le père Chapman de Saint-Jean, on saisit sa bibliothèque. Et la semaine d'après, on la met à l'encan devant une foule en colère et la vente à l'encan rapporte 7 piastres et 25. Mais le pire, c'est le père Doucette. Hein? Monseigneur Doucette qui était à Grand-Anse par après. Okay? Jeune prêtre. On saisit le poêle dans la cuisine du presbytère. C'était une vraie répression. Et évidemment, on va aussi avoir des prêtres jetés en prison. Okay? Donc, ici, hein, le père Michaud. Et là, vous avez, évidemment, on verra tout à l'heure. Suivant. C'est alors qu'on procède à l'emprisonnement des prêtres que le conflit atteint des proportions inimaginables. Et là, dans le Moniteur acadien, nous avons évidemment des articles. OK? Nous aurons, comme vous le savez, à la fin de cette soirée, nous aurons une lecture de la lettre de Joseph François-Xavier Michaud, OK? Alors qu'il est en prison. Et il fait parvenir une lettre au Moniteur acadien dont on aura tout à l'heure la lecture. On continue. Alors, comme vous le savez, c'est à Caraquette, hein, avec le père Joseph Pelletier, et ça, c'est la plus vieille image de l'église de Caraquette. Vous voyez? C'est avec son clocher, qu'on appelle la double lanterne. Okay? Ça, c'est la base. Ça, c'est le clocher. Ça, c'est la flèche. Nous autres, le clocher, c'est tout le rôle là. Mais non, il y a des... OK? Clocher à double lanterne. Alors, le père Pelletier, hein, et évidemment, cette désobéissance nous prive. C'est ainsi qu'en 1874, hein, n'ayant pas droit au poste, le conseil scolaire, que ce qu'on va appeler à l'époque les School Trustees, sont composés de James Blackhall, Philip Reeve et John Sewell. Et là, il faut que vous me compreniez que tous les liens familiaux, tant chez les francophones que chez les anglophones, okay? John Sewell, il ressemble à Joe Sewell de Puckbush, marié avec la fille à Blackhall. Comprends-tu? Il va être coroner pour l'affaire de Louis Mailloux, ce qui va dire la balle a été perdue. Alors, lors de la réunion, lorsque ces school trustees-là, hein, le 14 janvier, ils appellent une réunion, et là, ça tourne à la bardasse. OK? On va, et Blackhall qui présidait ça, on déchire les papiers, bref, ils ne peuvent rien décider. Le monde est en colère, et on continue. Le 12, le 15, comme Bernard le disait tout à l'heure, le 15, au matin du 15, un groupe d'hommes se rend chez Blackhall, voici la maison, okay, pour avoir les clés de l'école, et il le force à démissionner. Là, pareil, ça va mal. On quitte le poêle, le feu pogne dans le plancher, on court dehors chercher la neige pour éteindre ça. Cette marche où on se rend chez Reeve, OK, Philip Reeve, qui était, hein, qui l'année d'après, en 1876, va marier la maîtresse qu'ils avaient engagée, Catherine Dwyer. Et ça, c'est intéressant, c'est une Irlandaise catholique de Rexton. Et les filles sont élevées en français, sont élevées catholiques, dans ces mariages mixtes-là, et les garçons sont élevés dans la religion protestante. Mais ils ont tous été baptisés, les garçons aussi. OK? Et sur le baptistère du plus vieux, qui était Harry Reeve, que certains de vous ont connu, sur le baptistère, il est baptisé lorsqu'il s'en va au collège Saint-Joseph, le 15, il est baptisé par le curé. Le curé de Saint-Joseph, et en bas du baptistère, c'est marqué « baptisé sous condition ». Parce qu'il avait été baptisé dans la religion protestante à Bathurst.
Alors, il est sous condition. Et on fait tous les commerces. Et on finit chez Robert Young. OK? Où est Dugas Équipement aujourd'hui? Ce qui était l'ancien Dixili, là, c'était là qu'était le magasin Young. OK? Et les autorités provinciales, hein, suite à cette marche, vont l'identifier comme étant un riot, un émeute. Il n'y a jamais eu d'émeute à Caraquet. On protestait une loi, mais un émeute, c'est pas ça. Mais c'est comme ça qu'on va l'identifier. Okay? Suivant. Alors, devant le groupe d'hommes qui a grossi durant la journée, qui est maintenant devant chez Robert Young, absent, faisait partie du conseil législatif. C'était un peu comme le Sénat provincial à l'époque. OK? Il était à Fredericton en ce moment. Son épouse, c'était une Hubbard de Tignish, à l'île du Prince-Édouard, lui fait parvenir un télégramme, parce qu'on a le télégramme, hein? On a le télégraphe à Caraquet à l'époque. Le télégraphe est chez Robin. OK? Il lui fait parvenir un télégramme, l'enjoignant à revenir le plus tôt possible, car leur vie est en danger compte tenu de la présence de ces hommes qu'elle y a enragés. Elle dit même, hein, ils vont tous nous tuer. Alors, c'est la panique, là, chez les anglophones. Suivant. Alors, sur le chemin de retour, Young a en sa possession 24 mandats d'arrestation contre les soi-disant émeutiers. Mais dans les faits, il n'a un mandat contre Parisé. OK? Mais le mandat d'arrestation va monter à 24. Ils vont ajouter des noms, tout simplement. Alors, voici les noms. Gustave Lantaigne, Éloi Lantaigne, Joseph Duguay, Sinaï Paulin, Gédéon Albert, Prudent Albert, Louis Parisé, Gervais Chiasson, Fabien Le Boutillier, Joseph Le Boutillier, Phileas Mayou, Luc Albert, Bernard Albert. Les Albert, c'est pas des petits gars, là. Il y en a beaucoup, hein? Jean-Louis Chiasson, Joseph Chiasson, Jean-Louis Paulin, Moïse Parisé. Ça, c'était lui qu'on recherchait. OK? Gervais Lantaigne, Stanislas Albert, Xavier Chenard, Pierre Frigo, André Albert, puis Agapi Albert. Alors, on continue. Cette petite armée, OK? Parce que Young, lorsqu'il arrive à Newcastle, fait appel à la milice. On va s'entendre que ce n'était pas trop une milice organisée, c'est plutôt des volontaires, hein, qui ont décidé, on va aller les dentrées, là, et passe par après à Bathurst, où qui va remettre, OK? Où ce qui va remettre les mandats, mais on pense que c'en était un qui a grossi. Et le 26 au matin, arrive à Caraquet cette petite armée. Okay? Mais je veux dire, ils sont armés, OK? Pour arrêter ces 24 personnes qui sont inscrites sur un soi-disant mandat d'arrestation. Alors, dès le 26 au matin, on procède à des arrestations, puis il faut comprendre qu'ils sont rowdés un peu. Ça tire du fusil. Et là, ils sont descendus à l'hôtel Soul. Vous savez ce que le bureau touristique à Caraquet n'a pas le bureau, le centre d'information touristique. Puis vous avez là où qu'on peut brancher nos chars électriques, là, c'était dans ce coin-là. Il y a un bar là-dedans. Ça boit aussi. OK? Et le 27, il nous en manque, entre autres Parisé. Et là, il y a un dénommé Phileas Thériault, qui est un mouchard peut-être. Dis-moi chez ce qu'ils sont. Ils sont chez André Albert. OK? Pourquoi sont-ils chez André Albert? Parce que c'est en face de là. Alors, la meilleure manière de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui trafique, c'est ça. Alors, on va se rendre chez André Albert. On continue. OK? Dans l'après-midi du 27, les miliciens apprennent que chez André Albert que se trouvent ceux qu'ils cherchent, accompagnés de Black Hall, parce que Black Hall parle le français,
OK? André Albert est marié à Angèle Pariser, tante de Joseph Chiasson. Et c'est là que c'est intéressant. OK? Lorsque les miliciens rentrent chez André Albert, parce qu'il y a eu tous les témoignages des procès, hein, il y en a à lire pour des années, un des miliciens, dans son témoignage, va dire « Lorsque nous sommes rentrés, il y a ce monsieur André Albert accompagné de 2 femmes. » OK? Angèle Pariser, qui est la femme André Albert, et Clotilde Chiasson, née Pariser. C'est sa sœur. Okay. Et là, André va dire, il n'y a personne ici, mais un des miliciens va dire ceci. Il avait sur le poêle une bouilloire, ce qu'on appelle un coq-mort. Si vous êtes né en 1950, vous savez qu'est-ce qu'un poêle à bois dans une cuisine, il y a toujours un coq-mort qui bouille sur le poêle. Hein? C'est de l'humidité. Et là, lui, il va dire, on a été obligé de ramasser le coq-mort, le jeter l'eau parce qu'il voulait nous ébouillanter. Bon. Et là, on entend du bruit. Peux-tu reculer d'une slide? Aline, où es-tu? Recule. OK. Tout ce monde-là, surtout les 9, mais Sinaï Paulin, qui est le seul qui n'a pas de parenté avec les 9 qui ont été accusés de meurtre, est dans le grenier, lui. Parce que quand ils sont revenus, quand les miliciens arrivent chez André Albert, OK, tu peux y aller, ils attendent, hein? Ils entendent du bruit. Et c'est Sinaï qui a fait du bruit. Parce que dans le recensement de 1871, Sinaï, OK, 23 ans, insane, il n'était pas bien, OK? Puis lui, il s'est énervé. Un peu, vous savez quand René Cormier a joué Titeuil, là? Mais c'était le Titeuil, c'était vrai, ça, OK? OK? Alors, ils sont dans le grenier, et vous entendrez un compte-rendu de qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure. Et là, évidemment, vous avez des gens qui montent au grenier. OK, ils sont 3, Henry Burbridge, George Logie et un Soule. Et là, il y a des coups de feu. Le 4e qui a monté, c'est Gifford. Il reçoit un coup de 12 en pleine face. Hein, mort sur le coup. Et Louis Mailloux, qui a 19 ans, est tiré par un revolver, un 22, revolver 22 Smith & Wesson. La balle lui a rentré ici, elle a sorti là. Et il n'est pas mort tout de suite. Parce que Louis Mailloux, dont sa grand-mère était une Albert, OK, était orphelin. C'est-à-dire que son père s'était noyé en 1857, alors qu'il avait 2 ans, lors de la grande tempête qui a fait énormément de victimes chez les pêcheurs au mois de juin 1857. Alors, on prend Gifford, on le met sur un petit traîneau et on l'emporte où il demeurait. Il demeurait chez Dominique Chenard. Dominique Chenard, vous savez ce que la chocolaterie en face de l'hôtel Paulin? C'est là, il y avait un magasin là, puis il demeurait là. Puis il était un peu comme un petit employé là. Alors, vous avez Black Hall, évidemment. On continue. L'un des miliciens, et ça, c'est une loque, hein? L'un des miliciens est Robert Logie. Et là, écoutez ceci. Robert Logie de la Miramichi fut par après intégré à la milice du Nouveau-Brunswick et participe en tant que membre de la force constabulaire du Nord-Ouest, les ancêtres de la RCMP, de la Gendarmerie royale du Canada, pour mettre fin à la rébellion des métis de Louis Riel en 1885. C'est incroyable, toi. Hein? Et pour ses services, il obtient un titre de terre à Winnipeg. Et écoutez ceci. Là c'est le gâteau. Là. Ce soir, nous allons voir la lecture d'un article de journal suite aux événements en anglais par Kevin Mann, qui est ici. Oh, Robert Logie,
Kevin Main, direct descendant de Robert Clovier. Ça fait, vous pouvez l'haïr, mais juste pour 10 000 heures, OK? Mais c'est pas croyable. Et il me disait que il y a quelques années, quelqu'un frappe à la porte d'un de ses membres de sa famille à Chatham, au Newcastle, à Miramichi, puis il dit, vous avez un terrain à Winnipeg, voudriez-vous le vendre, OK? C'est incroyable. Vous parlerez de ça, il va vous raconter ça. Alors, des 24 prisonniers amenés à Bathurst, dès le 28 janvier, 9 seront accusés de meurtre de John Gifford. Les autres, OK, sont libérés. Alors, c'est Joseph Chiasson. Hein? Alors, Joseph Chiasson, comme vous le savez, Bernard Albert, Luc Albert, Agapi Albert, Stanislas Albert, Prudent Albert, Joseph Duguay, sa mère est une Albert, Sinaï Paulin qui n'est pas fin, et Moïse Parisé, parenté des Albert. Tout ce monde-là est parent. OK? Puis ça, on vient juste comme de découvrir ça. Suivant, vous allez voir. Sinaï Paulin demeurait où est chez Paul Lantaigne. Joseph Duguay, juste à côté du bâtiment Édard Robichaud, ici le ministère des Pêches. Joseph Chiasson, vous savez ce que Eucharis Chiasson était à côté du cinéma, là? Là. Et tous les autres, les Parisiens et les Alberts, c'est tous là. Tous des voisins et tous des parents. Alors, c'est assez intéressant et on ne sait pas la réponse. Pourquoi que c'est seulement ce groupe-là qui a été accusé du meurtre de Gifford? Premièrement, d'accuser 9 pour un meurtre, il faut le faire. Hein? Et dans le cas de Mayou, évidemment, non. Alors, ça va être évidemment encore mais c'est très intéressant. Et vous voyez ici, hein, l'hôtel Sou, qui était juste en face de la maison André Albert. Et tout de suite, je dois vous dire, là, la maison à Jérôme Albert, à côté du monument, là, c'est pas cette maison-là. OK? La maison était où elle était à l'arrière du Variété, là, de chez Godefroy Landry, et elle a été évidemment détruite. Il y a peut-être des morceaux de planche ou quelque chose qui a été pour l'autre maison, mais la maison que vous voyez là, qui appartient à Éric Thériault, c'est pas une maison qui date de 1875. OK? Bon, on continue. Alors, vous voyez, Pierre Albert et Geneviève Denis. OK? OK, Louis Mayou. Son grand-père, Louis, était marié avec Anne Albert. Et là, vous avez tout. Osite et Osite Mayou. OK? Isaac Albert, André Albert. Marie-Angèle Parisien. Et là, vous avez... Ce sont tous des parents. Est-ce qu'ils ont été accusés parce qu'ils étaient dans la maison André Albert? Ça se peut. Mais toujours est-il que c'est assez intéressant de voir que les Parisés et les Albert et les Chiasson sont parents. On continue. Or, si le coroner à Bathurst, parce que le Mayou, pas Mayou, mais Gifford, on le prend, on le transporte à Bathurst, il est mort, et c'est un coroner de Bathurst qui va évidemment qui va émettre un rapport. Mais dans le cas de Louis Mayou, c'est Joe Soule. Hein? Vous savez qu'il est mort à 104 ans à Pocmouche. Vient habiter Pocmouche autour de 1825. Il est celui qui mène l'enquête du coroner suite à la mort de Louis Mayou, où il conclut que c'est une balle perdue qui a atteint Mayou. Aucune accusation ne sera portée à quiconque pour cette mort. C'est intéressant. C'est l'oncle à Robert Young. OK? Tout ceci, c'est tout imbriqué un dans l'autre. Parce que Robert Young, sa mère était une Ferguson, puis lui avait marié une Ferguson. OK? On continue.
pendant qu'il est en prison, qu'ils sont en prison, ils ont été en prison 9 mois et demi, OK? Moïse Parisé va faire ce qu'on appelle du prison art, et j'ai trouvé ça. Regardez, M. Moïse Parisé, Caraquette avec 2 T. OK? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on chipait, par exemple, des huîtres à Québec, c'était la Caraquette. Beaucoup de documents, c'est 2 T. Prisonnier, prison, 28 janvier 1875. Et la Goélette. Les voiles ont été mis par après, là, c'est des voiles un peu plus modernes, mais ça, il l'a fait en prison. Et c'est Michel Parisé, qui appartient à ça, le dernier fils, le frère à David Parisé, c'est le dernier qui vit à Gatineau. Il m'a fait parvenir ça, Loza, puis David m'a fait parvenir ça quelques semaines passées. Et on va essayer de l'avoir au musée cet été comme exposition. OK? Bien, c'est beau. Et là, évidemment, ils sont en prison. Et ils sont accusés de meurtre. Et là, dans Caraquette, c'est la panique totale. Ces gens-là ne sont pas riches. Beaucoup d'eux autres sont pauvres. Joseph Chiasson, qui est le premier accusé pour meurtre, a 25 ans. Père d'une petite fille de 2 ans et d'une petite fille d'1 an. OK? Et, évidemment, 3 mois auparavant, on a pendu à Bathurst Olivier Gallien pour le meurtre des Xavier Poulin sur l'île de Caraquette. On pend à Bathurst. Alors, c'est la panique totale. Et par ailleurs, on vient de sortir d'une épidémie de picote qui a fait énormément de morts à Caraquette. Vous allez dans le cimetière juste à côté, vous allez voir que c'était terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est pauvre, on n'est pas tellement éduqués, puis il faut les défendre. Alors, pour plusieurs leaders, Adolphe Chapelot, Adolphe Chapelot, vous voyez en haut ici, est tout désigné pour défendre nos malheureux Acadiens emprisonnés à Bathurst et accusés de meurtre. Chapelot est celui qui a défendu avec succès en 1870 Ambroise Lépine. Parce que, en 1869, lorsque les Métis se révoltent à la Rivière-Rouge, ils vont capturer Thomas Scott, puis ils vont l'exécuter. Et Chapelot va aller, et il va défendre Lépine, et il va être gagnant. Lépine ne sera pas accusé, finalement, sera libéré. OK? Qui était le bras droit de choses. Mais pour plusieurs, non. Tu peux faire venir l'avocat que tu veux du Québec. Si tu emportes un Québécois ici, c'est fini. Là, la chicane va vraiment lever. On avait peur que là, ça envenimait, si vous voulez, le débat. On continue. Alors, le choix va, évidemment, s'arrêter sur un avocat de Saint-Jean, un Irlandais, John Sparrow David Thompson, à qui on fait appel de Saint-Jean. Il sera assisté au procès par Francis McNamus de Bathurst et de P.A. Landry de Dorchester, qui a perdu son élection en 1874, mais c'est un avocat, mais il est surtout retenu pour la traduction, c'est-à-dire l'interprétation, parce que c'est tous des Anglais, et là, il faut évidemment que les témoignages, qui sont, comme Robert Young va interpréter certains témoignages en anglais des Français. Bref, c'est pour s'assurer que tout va bien. Alors, c'est dans une atmosphère très tendue que se déroule ce procès, avec une campagne dans les journaux anglophones qui a toute l'air d'une vengeance. Alors, on continue. Le journal le plus violent, c'est le St. John Daily News, OK? Dans le St. John Daily News, la veille du procès, on peut lire l'article suivant. C'est des extraits, évidemment. Il est à espérer que toutes les brutes de Gloucester ayant eu à voir avec le meurtre atroce et les tentatives de meurtre rapportées dans ce comté, turbulents, seront trouvés et comparaîtront devant la justice pour recevoir leur châtiment. Sans aucun doute, les scélérats responsables de ces horreurs, apparemment sans qu'il y ait eu provocation, doit avoir été sous l'influence de la boisson.
Mais qu'il y ait eu consommation d'alcool ou non, il est à espérer qu'ils soient jugés pour leur méfait meurtrier. Et ça, là, écoutez, ça fait 3 ans que ça ronne, ça, là, ces histoires-là, là, OK, dans les journaux. Et là, il y a eu 2 jurys, le grand jury, puis après ça, le petit jury. Mais regardez les noms du grand jury. Robert Good, Richard Smith, Angus MacLean, John Baldwin, Richard Hinton, Jas Thompson, Michael Kent, Onésiphore Turgeon, le seul qui est là, Charles Carter, Albert Carter, Samuel Gammon. Gammon, lui, son frère était un des miliciens qui a venu arrêter, imaginez-vous. Richard Dawson, Frederick Colt, bref, hein, des Anglais. On va les prendre, c'est sûr et certain. Et c'est devant le juge Allen de Fredericton que se déroule ce procès. Ce dernier, à la fin des délibérations, le procès ils ont arrêté le 28 et le procès commence le 2 septembre. OK, ils ont passé tout l'hiver, le printemps puis l'été en prison. Et le juge Allen va s'apercevoir que ça n'a plus de bon sens, ceci-là. Alors, il va envoyer son procès en appel. Ce n'est pas les avocats, c'est lui-même qui envoie son procès en appel. Et là, écoutez ceci. Qui va attendre l'appel du procès à Allen? Allen lui-même. Ça va mal, là. Alors, on va en revenir, parce que là, évidemment, ça rage un peu dans les législatures, tant à Ottawa qu'ici. On va en arriver à un modus vivendi, c'est-à-dire que où le nombre le justifiera, les catholiques pourront continuer à avoir des enseignants religieux, bref, comme c'était auparavant. Laissez-moi vous raconter ceci. Je suis président du conseil scolaire en 1800, merdieux. Je sais que j'ai de l'air vieux, mais pas vieux demain. En 1990, on commence à avoir des appels. Hey, le Breton, là, mon petit gars, là, nous autres, on est témoins de Jéhovah, puis il est sorti de la classe pour le catéchisme, puis là, à un moment donné, c'était les évangélistes du 7e jour. Ça fait, là, c'est ce qu'on fait, là. J'ai été voir le père Zoël Saunier. J'ai dit, Zoël, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il a dit, respecte la loi. Tac, juste de même. Puis aujourd'hui, comme vous le savez, hein, on a remplacé ça par des cours de civisme, de culture, etc. Et les catéchètes font ça à l'Église. On continue, on arrive fini. Le révérend père Michaud. Alors, évidemment, l'oppression est à son comble. Jeté en prison alors qu'il est à Saint-Jean, le père Michaud fait parvenir au moniteur acadien une lettre dénonçant son emprisonnement et cette loi injuste à l'égard des catholiques. Il est plus tard curé à Bouctouche et c'est lui qui va bâtir, évidemment, le couvent qu'on appelle le presbytère de Bouctouche. OK? Qui était, évidemment, très important. On continue. Alors, la lettre que nous allons avoir tout de suite. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter le père Joseph Xavier Michaud, interprété par un membre du Théâtre populaire d'Acadie, M. Mario Mercier. Alors, la majorité protestante de cette ville écrit actuellement une page noire dans l'histoire de cette province, dont leurs enfants auraient honte si la civilisation peut jamais pénétrer nos rivages. Pour la 2e fois, j'ai été, par l'autorité civile, dans l'une de nos rues fréquentées, traîné en prison comme un criminel.
Autrefois, le prêtre était tenu en vénération à cause de ses zélés sacrifices pour la culture de la bonne morale chez le peuple, allant ainsi dans le développement de la prospérité du pays. Il eut un temps où le prêtre était exempté de toute taxe à cause de la pauvreté, qui lui qui dépense tend à étendre la connaissance de l'Évangile et à nourrir le pauvre. Mais dans cette province, c'est tout le contraire qui arrive. Mon crime aujourd'hui n'est rien de moins que mon refus de payer les lourdes taxes qui me sont imposées pour le support d'écoles athées fréquentées non seulement par les enfants des auteurs de la loi, mais leurs amis. 2000 enfants catholiques fréquentent nos écoles catholiques, construites et maintenues entièrement par leurs parents. C'est une honte pour la majorité protestante de forcer les pauvres catholiques à payer de fortes sommes d'argent sous les lois les plus sévères pour le support des écoles protestantes. Je proteste de toutes mes forces contre la tyrannie exercée contre moi et mes concitoyens catholiques. Je proteste contre la loi des écoles qui a été passée au milieu des cris de No Popery par des législateurs voleurs contre la propriété catholique et la liberté de conscience des catholiques. J'en appelle aux protestants de cette ville et de cette province de mettre un terme à cette persécution qui est une honte, une disgrâce et une injustice. J'en appelle aux membres de notre gouvernement et de notre Parlement de donner justice à la paisible minorité catholique et de la laisser jouir de la liberté de conscience. J'en appelle à tous les protestants de puissance de supporter nos réclamations si raisonnables et si justes. L'usage de nos propres deniers pour l'éducation de nos enfants et de faire redresser sous les griefs sous le coup desquels nous tient une majorité aveugle, écartée par les bigots qui la représentent. Willis, King, Wedderburn, Hyder et compagnie ont remporté une grande victoire aujourd'hui. Ils ont soulevé les préjugés des masses de la dernière élection. Et maintenant qu'un prêtre a été mis sous les véneaux, ils doivent en jouir. Mais je sais que tous les gens honnêtes, justes et libéraux, déplorent avec les catholiques la malheureuse affaire de mon emprisonnement. La prochaine. Alors, vous voyez la teneur des articles comme ça, des lettres. Bref, le Moniteur acadien, on publie depuis 1871. Celle-là date de 1874. Au lendemain de la tragédie chez André, pas le lendemain, mais quelques jours par après, soit le 2 février, c'est les funérailles de Louis Mailloux à Caraquet, à 9 h du matin. Et le père Pelletier dira, les funérailles se sont déroulées dans une grande tristesse et une grande gêne, parce qu'on n'avait jamais cru, pour un moment, que ça finirait en mort d'homme. Et je tiens à vous annoncer ce soir, et je tiens à remercier le curé, le père Jean-Pierre, de nous avoir permis d'inviter, comme célébrant à la messe du 2 février, dans 3 semaines, l'ancien curé de Caraquet, le père Serge Comeau, qui a bien voulu venir dire la messe avec une homélie de circonstance. Alors, c'est un rendez-vous. Je sais qu'il y en a beaucoup de vous autres qui viennent faire la messe pour sauver la quête, là, mais ça serait intéressant que vous viendrez au moins pour celle-là. Alors, le 3, et John Gifford a été enterré, n'est-ce pas, les funérailles de John Gifford, c'était un héros national, OK? Les funérailles ont eu lieu à Newcastle,
le 2 février. Et le 3 février, l'éditeur du Union Advocate, qui est James John Henslow, à Newcastle, publie évidemment un texte que le descendant de George Logie, Kevin Mann, va nous lire. Monsieur Henslow. C'est en anglais, on veut respecter l'époque, mais vous allez voir que la teneur du discours n'est pas ce du père Michaud. Up to last week, our readers pretty well posted concerning the uprising of a number of the French population. Since our last issue, occurrences have happened, calculated to create the most profound regret on the part of all lovers of peace and harmony, and the most sincere sympathy for a bereaved mother and a stricken family who mourn the loss of a promising boy just in his prime. In response to calls for aid from the neighboring county, a number of special constables left Chatham and Newcastle on Monday morning about 1:00 a.m. And after a very severe journey, arrived at Caracat on Wednesday morning. Several arrests were made during the morning by some of the constables in conjunction with a party from Bathurst. About 3:00 in the afternoon, Deputy Sheriff Cable, accompanied by 15 or 16 men, proceeded to the house of Andrew Albert to arrest a number of Frenchmen for whom warrants were out and who were supposed to be in the house. The party then made preparations to search the building. As there was no ladder or stairs to reach the loft, the party attempted to do so by standing first on a barrel, which was directly underneath a trap hole in the west end of the building. The presence of the rioters was speedily manifested, for as the party attempted to gain the loft, a spinning wheel, rocks, and sticks were hurled at them. The first to reach the loft were H. Burbridge, Richard Sewell, and George Logie, who narrowly escaped being shot as a discharge from firearms in the hands of the rioters greeted their entrance. John Gifford was next, and just as his head and shoulders appeared above the trap, a gun was discharged at him, loaded with large shot, which struck him in the head, causing instant death. The poor fellow's body was laid out on the floor, and vigorous efforts were then made to arrest the rioters, shots being given and returned by both parties. Finally, one of the rioters was mortally wounded from a shot in the forehead. The firing ceased, and the whole party, with exception of Agapit Albert, who was seriously wounded and made his escape, were arrested.
The prisoners offered the greatest resistance to the officers even after they were arrested. And nothing but indomitable pluck and unwavering courage on the part of the constables prevented a defeat, which would, in all likelihood, have been attended with the most disastrous results. Preparation had evidently been made to entrap the officers, and that violence was to be used was evident from the rioters, who were armed with guns and double-barrel guns. The last sad rites in connection with the young martyr, Gifford, took place Wednesday afternoon. The funeral was attended by a vast concourse of people of all creeds from different parts of the county, numbering perhaps between 700 and 800. In the house, the solemn services were conducted by the Reverend James Anderson, St. James Presbyterian Church, Newcastle, and the Reverend William Wilson, St. Andrew's Presbyterian Church, Chatham. At the grave, an affecting prayer was offered up by the Reverend S. Russell. The Reverend James Crisp was also present. All the places of business were closed in token respect of the deceased. The memory of John Gifford will, we believe, be substantially remembered. We believe that a very great number of the people of this county will freely contribute towards the erection of a suitable monument upon which shall be inscribed the melancholy circumstances of his lamentable death. Are we right in this matter? Let the people answer. The affair throughout is lamentable in the extreme, and we must say in all candor that we were surprised at the apathy manifested on the part of those whose word the riot could have been stayed. We do not want to say anything uncharitable, but we must say that we think Father Pelletier should not have deferred his efforts to quell the rebellious proceedings until the news reached him that an armed force was marching to the spot. And we say further that such violent opposition to the laws of our country is the most unjustifiable and should be frowned upon by every honest man and well-wisher of his country. We want peace, but not at the sacrifice of those guaranteed to us by unfettered constitution. Merci nos deux conférenciers avec ces textes. Maintenant, on continue, on arrive fini. Alors, c'est le monument à Caraquet qui est hommage aux patriotes. Et ici, c'est le monument de John Gifford, okay? Age 22, who was shot at Caraquet, Gloucester County, on the 27th of January, 1875. Il y a une erreur, c'est pas 66. While doing his duty as a special constable, ta-da-da-da-da-da. OK? Alors, on continue. Des lectures suggérées. Alors, évidemment, la révolte acadienne, dont la première édition avait été assez pénible pour moi, merci. Mais ça a été corrigé. Vous savez, il y a eu 3 autres éditions par après. Mais je n'ai pas fait une maudite scène parce que le premier m'avait coûté un peu cher. L'enseignement du français au Canada, OK, de Lionel Groulx. Hein? Et Lionel Groulx a cette phrase terrible, hein?
lorsqu'on se promenait, évidemment, d'une législature à l'autre, hein, il dit ceci, « Calvaire jumeau, où se sont usés les genoux de tant d'opprimés. » Et Acadiensis, OK, c'est la revue dans laquelle le George Stanley, qui était lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick et historien aussi, a écrit un article qui s'appelle « The Caracat Riot ». J'aimerais, avant de terminer, on va faire des remerciements. Hein? Allez. Or, Aline, évidemment, patrimoine Caracat, Nicolas Landry, professeur retraité, qui nous aide beaucoup, Philippe Basse, historien du village, je remercie le village pour avoir aussi fourni des costumes, Fidèle Thériault, à qui je ne peux pas dire assez de bien, Mario Mercier et Kevin Mann. Mais, lorsque j'étais enfant, j'avais 10-12 ans, à côté de chez nous, pas loin de chez nous, demeurait Jean-Louis Chesson, le père à Joseph Chesson, et aujourd'hui Alphonse. Alphonse Chesson, qui est où? Hein? Ouais, Alphonse Perture, les deux. Ouais. OK? Alors, Jean-Louis venait chez nous. Jean-Louis, c'était un homme qui était très fort, puis il avait été dans les chantiers, puis il racontait à mon père comment ils avaient toutes sortes de tours de force à l'époque. Il parlait de Victor de la Mort, puis il parlait de Josie. Bon, mais une soirée, mon père demande à Jean-Louis, il dit, parle-moi donc de l'émeute de Caracat. Il dit, on ne parle pas de ça et on n'a jamais parlé de ça. OK? C'est un peu comme les militaires après la guerre, ils ne parlent pas de ça. Hein? Et on a eu un grand silence là-dessus. Et c'est à Delaure-Savoie, en 1948 ou 1949, alors qu'il est étudiant au collège Saint-Joseph, qui va écrire un travail sur l'émeute de Caracat. Et à partir de là, évidemment, on a qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Je vais terminer avec une chose, un instant. Je suis comme un magicien, moi. Faut que je rechercher. Et là, écoutez, 8h15, ça va prendre 5 minutes. Mais je vous explique. En 1851, le 2 décembre 1851, il y a eu le coup d'État de Napoléon III, qui va devenir Napoléon III, okay, mettant fin à la Deuxième République en France. Alors en France, évidemment, lorsque la Deuxième République va tomber, bien, on a des opposants à Napoléon III, et celui qui est le plus opposant à Napoléon III, c'est Victor Hugo. Et Victor Hugo, comme vous le savez, suite à la prise du pouvoir de Napoléon, va s'exiler. Pendant 20 ans, presque 20 ans, il va commencer à aller en Belgique, mais il va surtout être sur l'île de Guernsey, des îles de la Manche, Jersey, Guernsey. Et c'est là qu'il va écrire un livre, pour moi, c'est la plus grande œuvre de Victor Hugo, qui s'appelle « Les Châtiments ». Okay? Et quand je parle de Louis Mailloux, ça me ramène à ce texte de Victor Hugo, et c'est pas tellement long, et je vais essayer de le lire d'une façon intéressante. OK? Ça s'appelle « La nuit du 4 ». L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Puis écoutez les rimes, hein? C'est pas des assonances puis des rimes pauvres, c'est des rimes riches. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible et honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche pâle s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demandant des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis. On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies? Hein? C'est beau, hein? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant, comme il est blanc, approchez donc la lampe,
Dieu, ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe. Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre, qui en entendait des coups de fusil dans la rue où l'on tuait d'autres. Et les nôtres ont dit, il faut l'ensevelir. L'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer. L'aïeul, cependant, l'approchait du foyer, comme pour réchauffer ses membres déjà raides. On dit roides, là, OK? Hélas, que la mort touche de ses mains froides. Ne se réchauffe plus au foyer des ci-bas. Elle se pencha la tête et lui tira ses bas. Et dans ses vieilles mains, prit les pieds du cadavre. Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre? Cria-t-elle. Monsieur, il n'avait que 8 ans. Alors, c'est un peu ça. Hein? On me demande souvent, est-ce que Louis Mailloux est un héros? Non, mais il est devenu un symbole. Il était là. Il avait 19 ans. Comme ce petit gars-là, qui a 8 ans, qui se fait tuer sur une... Il est là. Et il devient, évidemment, un symbole. Sur ça, mesdames et messieurs, 8h20, on a bien fait ça. Merci d'être venus.